Bonsoir mesdames et messieurs. L'équipe de Bruxelles Laïque s'associe ce soir à Zine TV et à Axel Magazine pour vous proposer un débat en format 100% digital. En effet, la distanciation sociale nous oblige à réinventer des modes de communication sociopolitique et nous avons un peu transformé nos bureaux et nos habitudes pour maintenir des espaces de réflexion et d'échange. Je pense qu'ils sont plus nécessaires que jamais. En effet, pas de rendez-vous habituels comme les festivals de liberté, mais une campagne d'éducation permanente qui interroge la tension entre sécurité et liberté. Les choix des sociétés qui découlent de cette tension vont avoir des effets sur, par exemple, le renforcement des frontières, l'exercice de la violence par la police ou bien l'évolution de l'éthique du numérique. Depuis le mois d'octobre, les déclinaisons thématiques évoquées tout à l'heure sont disponibles en vidéo ou en direct, comme ce soir, sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Bruxelles Laïque. N'hésitez pas à faire un tour, peut-être que vous découvrirez des perles. Aujourd'hui, nous inaugurons un chantier sur la sécurité sociale. Il se poursuivra en 2021. Mais il nous semblait important, il nous semblait significatif de démarrer ces chantiers à partir d'une réflexion sur l'éthique du care, ou du prendre soin pour le dire en français. Ça a beaucoup de sens en effet, parce que confinés pendant plusieurs mois, on a été beaucoup appelés à faire preuve de responsabilité individuelle, à rester chez soi. Pendant des mois confinés, nous avons cumulé télétravail, nous avons cumulé soins aux enfants, école à distance. Eh bien, ça signifie une surcharge de travail, surtout pour les femmes qui seraient naturellement portées à cela. Évidemment, c'est naturellement entre guillemets. Avec la deuxième vague, les soignantes, sous-équipées, sous-payées, sursollicitées, ont dévoilé des décennies de coupes budgétaires, des coupes qui ont eu un impact sur cet outil important, cet outil indispensable pour prendre soin des plus vulnérables de la sécurité sociale. C'est en constatant que le manque de prévoyance et de masques avait été comblé par des femmes qui se sont portées bénévoles et avec leur travail gratuit, qu'elles soient belges ou sans papier, et ben ces femmes-là, ce travail gratuit-là, qui a rendu possible qu'on ait des masques, qu'on puisse se protéger, eh bien, on s'est dit avec les collègues d'Axel Magazine qu'il était peut-être intéressant de proposer une rencontre, une discussion autour de cette question. Et donc, je vais donner la parole à Sabine Panet, qui va nous présenter Axel Magazine dont elle coordonne les publications. Sabine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci Paola. Alors je vais simplement dire un mot sur Axel Magazine. C'est un magazine qui existe depuis 1998, qui est édité par Vie Féminine, qui est indépendant éditorialement. Et notre petite rédaction est composée de journalistes indépendantes et professionnelles. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes sont les grandes absentes de l'actualité. On considère en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'une femme sur deux disparaît de l'actualité. Quant aux expertes, la situation est pire. Elle ne constitue que 13% du total des experts. Et ce chiffre vraiment dramatique s'est aggravé encore pendant le Covid. Donc nous, notre magazine, depuis 1998, a pris le parti de consacrer 100% de ses pages à l'actualité des femmes. Donc le soin aux autres, comme tu disais tout à l'heure, le soin aux autres, le care, la sécurité sociale, ce sont des sujets qu'on retrouve très souvent dans les pages d'Axel Magazine. D'ailleurs, les expertes que vous allez entendre ce soir ont toutes été déjà interviewées dans nos pages et on est vraiment ravis de les rencontrer en personne, sans le prisme d'une interview, de pouvoir vraiment avoir l'occasion de débattre ce soir et d'être toutes ensemble, même à distance. Et donc voilà, je vous invite à éventuellement consulter notre site internet pour avoir des informations sur notamment notre dossier de décembre qui est précisément consacré à la sécurité sociale. Et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on puisse entendre toutes ces expertes incroyables que nous avons invitées ce soir.
Un tout grand merci Sabine. Avant de vous présenter le panel que nous avons réuni, je voudrais vous inviter à découvrir sur la section de commentaires de ces lives Facebook, derrière l'écran et encore derrière l'autre côté de l'écran, deux collègues vont récolter vos commentaires, vos témoignages, vos réactions et nous les transmettre. Il s'agit de Flora Evenot, Community Manager de Bruxelles Laïque, et Manon Legrand, qui est aussi collaboratrice régulière à Axel Magazine. Donc n'hésitez pas à réagir déjà maintenant et tout au long de ces directs. De même, dans cette même section de commentaires, vous allez retrouver un formulaire d'évaluation. Si vous prenez le temps de le remplir, ça nous aidera à améliorer ce mode de communication qui est tout nouveau et pour lequel on souhaite s'améliorer. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel pour cette longue intro déjà. Je peux enfin donner la bienvenue à notre panel, un panel des chercheuses et des travailleuses du social franco-belge. Ici présente sur le plateau Fanny Dubois. Vous êtes sociologue aide-soignante. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonsoir. Florence Desgavres. Oui. Vous êtes socio-économiste, chercheur et professeur à l'Université catholique de Louvain. Absolument. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et merci à vous d'avoir répondu présente. Alors, depuis Paris, à travers les écrans, nous avons Maud Simonet. Maud Simonet, qui est sociologue. Vous êtes aussi directrice de recherche et vous enseignez à l'Université de Paris-Nanterre. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup aussi d'avoir répondu à celle-ci. Et je ne sais pas s'il y en a une quatrième intervenante qu'on découvre sur nos écrans. Il s'agit de Caroline Ibos. Caroline Ibos, vous êtes aussi sociologue du politique et maître de conférences à l'Université de Paris 8. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous. Voilà, 4 personnes ressources qui vont répondre à nos questions, qui vont échanger sur ces fossés entre cet appel à la responsabilité individuelle et les effets de cette gestion de la crise, de cette mise en difficulté de la sécurité sociale et des femmes et des plus vulnérables au creux de celle-ci. Du coup, je me tourne vers Fanny Dubois pour vous poser une première question qui lance un premier tour de parole. Est-ce que vous avez l'impression que la crise a mis la vulnérabilité sous les feux des projecteurs? Et quel lien faites-vous entre vulnérabilité et sécurité sociale? Oui, alors merci pour votre question. J'ai envie de débuter cette réponse par une situation que j'ai vécue dernièrement en concertation sociale au sein du gouvernement wallon. Bon, ça ne change rien qu'il soit wallon ou bruxellois, c'est la situation qui est intéressante. J'étais en concertation avec une représentante du gouvernement qui était assez scandalisée de constater à quel point des demandeuses d'emploi qui étaient inscrites au Forum, donc le Forum c'est l'organe qui gère les demandeurs d'emploi en Wallonie, elle était scandalisée de savoir que 3000 aides-soignantes qui étaient dans les listes de demandeuses d'emploi ne se proposaient pas de manière proactive pour aller aider dans les maisons de repos qui étaient en pénurie de personnel. Effectivement, pendant la crise, les maisons médicales ont été fort sollicités pour aider dans les maisons de repos et ont fait remonter les besoins de terrain et les inquiétudes en termes de pénurie puisque des aides-soignantes, des infirmières sont mises en quarantaine ou en burn-out parce que la crise a été tellement surchargeante que ça a créé effectivement beaucoup de pression sur la première ligne. Et à cette interpellation de cette représentante du gouvernement, je lui réponds que moi j'ai été aide-soignante effectivement et que 1 an ça m'avait suffi. Et que finalement, je m'étais protégée derrière mes privilèges de sociologue, d'universitaire, pour trouver un autre job, parce que ce job-là était trop dur. Et elle me disait, mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas. Et je lui ai répondu de manière très spontanée, avec des mots très durs, très violents, parce que je n'en pouvais plus de
d'être traitée comme ce que je torchais au quotidien. Donc c'est vrai que c'est des mots très forts et c'est des mots que j'ai beaucoup utilisés quand j'étais aide-soignante, chercheuse en sociologie, non pas pour choquer comme ça, mais plus pour casser le stéréotype de don de soi, de douceur, de maternité, de domesticité qu'on associe à ces professions et qui les empêche bien souvent de rentrer en politique pour défendre la qualité de leurs conditions de travail. Alors je trouvais vraiment, quand vous m'avez un peu sensibilisée à cette question, en préparant cette question, je me suis dit, tiens, vraiment cette concertation-là, avec cette représentante du gouvernement, démontre et explicite en fait ce lien entre travail du care, vulnérabilité et sécurité sociale. Vulnérabilité, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes aide-soignante comme ça en gériatrie, vous êtes en perpétuel dilemme éthique. Un dilemme éthique autour de si je me protège moi, je prends le risque de maltraiter mes patients, et si je protège mes patients, je prends le risque de me maltraiter moi. Vous le vivez au quotidien et ce dilemme se renforce au plus des normes de productivisme, au plus on vous chronomètre pendant vos toilettes, au plus des responsables de lobbying, de gros groupes cotés en bourse. Les maisons de repos sont de plus en plus cotées en bourse et présentent des taux de rentabilité entre 7 et 9%. Je veux dire, où est-ce qu'on trouve cet argent, à part dans le portefeuille des patients ou dans la réduction du personnel soignant. Et ça, c'est vrai que du coup, ce dilemme éthique, il a été renforcé, je pense, pendant la pandémie par ces injonctions au don de soi, au travail gratuit, à la solidarité, mais plus dans un sens de charité. Et ce productivisme qui continue en parallèle à considérer l'humain comme un coût, et alors ces normes plus hygiénistes qui considéraient que tout contact humain provoque la propagation du virus et donc qui incitaient les maisons de repos à maintenir ces personnes âgées dans leur chambre. Alors quel lien maintenant avec la sécurité sociale? Je vais vite conclure là. La sécurité sociale, en fait, c'est une assurance collective dans laquelle chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins, qui permet de répondre à tout risque que tout individu peut rencontrer dans la vie, que ce soit la maladie, que ce soit la vieillesse, que ce soit l'augmentation du coût de la vie liée à l'arrivée d'un enfant. L'utopie de la sécurité sociale, c'était ce principe de plein emploi et ce principe de juste répartition du travail et de répartition des richesses pour construire du bien commun. Au plus le pot commun de la sécurité sociale augmente, au plus les richesses d'un pays sont démarchandisées, au plus elles sont communautarisées et au moins, du coup, cet argent va dans les poches d'investisseurs privés, mais plus dans le bien commun, l'intérêt général. Et je pense que cette sécurité sociale-là, au-delà de l'utopie, il y a eu une histoire sociale de rapports de force très très puissants, dont des rapports de genre. Ça, c'est évident que si on refait l'histoire de la sécurité sociale sous le prisme du genre, on se rend compte que beaucoup de politiques sociales ont été vers l'incitation à la domesticité pour les femmes, ont été vers la construction d'inégalités en termes de droits du travail, mais aussi de droits de protection sociale pour les femmes. J'imagine qu'on va en parler encore davantage pendant le débat. Si vous voulez, quand vous rentrez dans un service de gériatrie, vous pouvez côtoyer des aides-soignantes qui sont payées 8 fois moins qu'un médecin qui pourtant est aussi payé par la sécurité sociale. Donc autant les soignantes que le médecin sont payés par la sécurité sociale et le médecin a pu bénéficier de longues études via aussi l'État social. Donc je pense que cette sécurité sociale, elle est traversée par une histoire politique et aussi une histoire genrée. Ouais. Bien, en effet, c'est un... Regardons dans l'histoire qu'on va peut-être trouver des réponses à cette question ou peut-être un approfondissement. Mais pour poursuivre cette réflexion, j'aurais peut-être envie déjà de faire entrer dans la discussion Maud Simonet.
Maud Simonet, peut-être pour aborder déjà l'élément qui a donné envie de vous réunir autour de cette discussion. Comment poser la question du travail gratuit dans la réflexion autour du care, autour de cette construction collective, de cette utopie sociale? Comment est-ce que vous aurez envie de répondre à cette question? Alors la question du travail gratuit, c'est une question qui a été posée par les chercheuses féministes il y a déjà un bon petit moment, on peut remonter aux années 60-70. Et c'est une manière de poser la question du care, qui est d'ailleurs antérieure à la notion de care, qui s'est construite dans un dialogue critique avec Marx, avec et contre Marx, autour de la question du travail domestique et du fait que ce travail domestique, finalement, et son assignation aux femmes, il n'avait pas été pensé véritablement, pleinement, par ces penseurs marxistes, et notamment les formes d'exploitation particulières qui s'y nouaient pour les femmes. Et en fait, autour de cette notion de travail gratuit, ce que les féministes des années 70 ont voulu souligner, c'est comment mettre en lumière finalement tout ce travail fait gratuitement par les femmes pour les autres était fait au nom de l'amour, au nom de la famille, au nom de valeurs naturelles, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec tous les guillemets qu'il faut mettre à tous ces termes-là. Et l'idée, c'était effectivement de dénaturaliser et de politiser en fait cette question-là. On peut penser à cette phrase de Silvia Federici à l'époque qui écrivait They say it is love, we say it is unwaged work. Ils disent que c'est de l'amour, nous disons que c'est du travail non rémunéré, non salarié même. Donc il y a eu toute une réflexion en fait autour de cette période, beaucoup de débats à la fois par rapport aux grands penseurs du travail, de l'exploitation, etc., qui étaient les penseurs marxistes, mais aussi des débats entre les féministes elles-mêmes autour de finalement ce travail domestique avec beaucoup de questions qui sont sorties, qui ont été attrapées, qui ont été débattues autour de la valeur finalement de ce travail gratuit. D'emblée, c'est autour de la question de la valeur du travail en fait qu'elles nous ont conduit à réfléchir. À la fois comment on peut montrer la valeur de ce travail gratuit, et très vite les statisticiennes féministes ont voulu finalement rendre visible ce travail gratuit. Et elles se sont rendues compte que tant qu'on ne le mesurait pas monétairement, il n'était pas visible socialement. Il restait invisible en fait quand on montrait juste le temps que les femmes passaient à s'occuper des autres, à s'occuper de la maison, du foyer, etc. Finalement, ça n'intéressait personne à partir du moment où on mettait une valeur monétaire à ce temps-là, et là, ça faisait tout d'un coup ce que Annie Fouquet appelle l'effet d'un scandale, donc tout le monde effectivement s'y intéressait d'un coup, et ce n'est pas sans poser toute une série de questions qu'elles ont posées autour de la marchandisation. Est-ce qu'il faut donner une valeur monétaire à tout? Comment on peut sortir finalement de ce dilemme entre invisible et puis marchandisation? Elles ont posé aussi la question de qui s'approprie la valeur de ce travail. Finalement, ce travail, il est gratuit, mais quelqu'un à un moment donné en profite. Et là, il y a eu tout le débat finalement entre est-ce que c'est avant tout la classe des capitalistes, donc toute la tradition marxiste, féministe marxiste, qui a voulu montrer que finalement tout ce travail gratuit fait à la maison, mais aussi en dehors de la maison par les femmes pour reproduire la force de travail, elle était indispensable. Ce travail-là était indispensable au développement du capitalisme, que le développement du capitalisme l'avait construit aussi. C'est les beaux travaux de Silvia Federici sur Caliban et la sorcière qui nous montrent comment la chasse aux sorcières, à un moment donné, c'est une manière de domestiquer les femmes, de les habituer finalement à leur destin domestique, de les faire rentrer à la maison et préparer cette force de travail. Et puis il y a d'autres féministes à ce moment-là qui ont réagi en disant non, c'est pas la classe capitaliste, c'est la classe des hommes. Donc c'est avant tout le patriarcat finalement qui s'approprie ce travail gratuit des femmes. Donc il y a eu toute une réflexion sur les liens complexes entre patriarcat et capitalisme, et la manière dont ce travail-là était indispensable finalement au développement de ces systèmes. Et puis un troisième débat assez important et qui a encore beaucoup d'écho aujourd'hui, qui a été soulevé par les féministes noires, notamment aux États-Unis dans les années 80-90, autour des différentes valeurs que les femmes pouvaient donner à ce travail gratuit, avec cette interpellation, par exemple, de Bell Hooks aux féministes blanches des classes moyennes, en leur disant vous rêvez que d'une chose, c'est de sortir de la maison, aller sur le marché du travail, mais nous, les femmes noires, on y est depuis bien longtemps sur le marché du travail, et on peut vous dire que c'est pas le lieu de l'émancipation pour les femmes, on y est très maltraitées, on aimerait pouvoir rentrer un peu plus à la maison,
On aimerait pouvoir passer plus de temps dans nos foyers, parce que dans nos foyers, dans l'ordre raciste dans lequel on vit, eh ben, dans nos foyers, on peut construire des formes de résistance, des sujets politiques, des communautés politiques. Et le travail gratuit domestique, qui certes est l'objet d'exploitation, c'est aussi une forme de résistance pour nous contre le racisme. Donc, elles nous ont obligés à articuler finalement pas simplement un rapport de genre ou rapport socio de sexe, mais aussi rapport de classe et rapport de race. Et donc, on peut en tirer des leçons importantes de toutes ces réflexions, ces débats fantastiques en fait qu'il y a eu dans ces années-là et qu'on a vraiment intérêt à réinvestir en fait. Parce que ce que nous ont dit à ce moment-là les féministes d'abord, c'est que le travail gratuit, c'est pas juste une soustraction, c'est pas juste un travail qui n'est pas rémunéré, c'est avant tout un déni de travail, c'est une non-reconnaissance de la travailleuse comme travailleuse parce qu'elle est reconnue comme autre chose, elle est reconnue comme mère, comme épouse, comme bonne femme. Et donc, c'est un déni de travail au nom de valeurs et une non-reconnaissance de la travailleuse au nom de ces valeurs-là. Hein. C'est pas du travail, c'est de l'amour, mais c'est pas du travail, c'est de la solidarité, c'est pas du travail, c'est de l'engagement, c'est pas du travail, c'est de la citoyenneté. Elles nous ont invités aussi à penser les questions d'exploitation, pas simplement dans l'entreprise, sur le marché, mais aussi dans tous nos espaces intimes, dans nos cuisines, dans nos chambres à coucher, comme disaient Cox et Federici, mais on pourrait dire aussi dans nos espaces d'engagement, dans nos espaces de loisirs, dans tous ces espaces qu'on dit hors travail et qui pourtant fonctionnent aussi avec toutes ces formes de travail gratuit, comme le bénévolat, on pourra y revenir. Et puis, elles nous ont obligés aussi à réfléchir sur le fait que le travail gratuit des unes, c'était peut-être pas le travail gratuit des autres, et qu'il fallait, pour penser ça dans toute sa complexité, prendre en compte la pluralité des rapports sociaux. Alors peut-être juste pour terminer là-dessus, pour recadrer un peu avec le débat de ce soir, je pense que ces questions, elles ne se limitent pas au travail domestique. La question du travail domestique, ça a été la matrice pour penser tout ça, et c'est le lieu où il y a eu vraiment ces constructions théoriques, ces débats, ces controverses parfois très vifs entre les féminismes, et qui ont permis finalement de poser toutes les questions. Mais en fait, ces questions du travail gratuit, elles se posent aussi dans plein d'autres formes de travail gratuit, en dehors de la maison, dans les formes civiques, vous évoquiez le bénévolat, on pourra y revenir, les formes de volontariat, mais aussi les stages, tout ce qui est fait au nom d'eux, et qui n'est pas reconnu comme travail parce qu'on le reconnaît comme quelque chose d'autre. Et puis, elle se pose aussi sur le marché du travail, dans les formes de travail rémunéré, où toute une partie dit finalement de la reconnaissance de la travailleuse reste déniée, reste invisibilisée. Ces formes de déni, de naturalisation, de dévalorisation monétaire, elles sont à l'œuvre, elles se prolongent, elles s'exportent finalement sur le marché du travail, aussi bien dans les écoles, dans les services sociaux, dans les services de santé, où au fond, c'est toujours difficile de s'y faire reconnaître pleinement comme une travailleuse et pas juste naturalisée comme une femme. C'est toujours difficile de dénoncer ces conditions de travail, de dire la pénibilité du travail. Je reprends le terme d'une chercheuse, Ève Meuret-Canfort, qui a travaillé sur les auxiliaires de puériculture dans les crèches et qui montrait toute la difficulté à construire des revendications autour des conditions de travail parce qu'on leur envoyait « mais enfin, vous travaillez avec des enfants ». Enfin, comment on peut dire « je suis en souffrance, c'est difficile, etc. parce que je m'occupe d'enfants ». La difficulté à revendiquer des rémunérations justes, mais enfin, vous ne faites pas ça pour de l'argent, vous faites ça pour les valeurs. Et puis, toute la difficulté à demander une reconnaissance de ces qualifications aussi, parce que finalement, il y a toujours cette idée qu'au fond, avec des bonnes valeurs, s'occuper des personnes âgées, faire le ménage, prendre soin des autres, tout le monde, entendez, toutes les femmes, pourraient le faire. Donc, c'est des enjeux qui finalement sont encore très présents, à la fois sur le marché du travail et dans plein d'autres formes de travail gratuit en dehors de la maison aujourd'hui. Merci beaucoup, Maud Simonet. En effet, le travail gratuit est une manière de nommer ces secteurs de l'économie, ces secteurs d'activité, mais il n'est pas simplement gratuit, il est aussi invisible. Et je me tourne maintenant vers Caroline Ibos. Caroline Ibos, vous avez posé la question de l'invisibilité de ces pans de l'économie. Comment est-ce que vous la posez autour du care, l'invisibilité du travail du care? Alors, d'abord, le care, c'est pas que du travail, c'est aussi une éthique. Et l'une des choses que l'on oublie, c'est que l'éthique du care, c'est pas s'occuper des autres. Dans le texte de Carol Gilligan, qui pose donc ce que c'est que l'éthique du care, le point de départ du care, c'est le self-care. C'est donc d'abord s'occuper de soi. Et l'autre, dans l'éthique du care, est pensé comme une forme d'extension de soi. Donc, non pas
dans l'idée d'un égoïsme, mais plutôt dans l'idée d'une relation à autrui. Et donc, c'est prendre en considération les autres qui vivent dans le même monde que soi. Et ça, c'est très important, parce que dans tout le care néolibéral tel qu'il est présenté, finalement, le discours du care néolibéral, il rejoint très bien ce que Maud Simonet vient de dire, c'est-à-dire finalement le care c'est gratifiant, c'est une manière de s'occuper des autres, c'est beau, c'est une éthique. Non, le travail du care, si on le connecte à une éthique, ce n'est ni de la charité ni de l'altruisme, c'est une pensée relationnelle du monde et c'est une éthique relationnelle du monde. Donc il doit penser les relations de manière équilibrée. Alors sur plus la question de la visibilité, l'invisibilité, je pense que ce qui est intéressant, c'est de penser ça en termes de processus. Ce n'est pas ce qui est visible, ce qui est invisible, c'est ce qui est visibilisé ou invisibilisé. Et dans les modes d'invisibilisation, là, on revient effectivement sur, là encore, ce que Maud Simonet a dit, c'est-à-dire que ce qui est invisibilisé, enfin, il y a différents modes d'invisibilisation. D'abord, invisibiliser ce qui ne compte pas, ce que l'on considère qui ne compte pas, ce à quoi on n'accorde pas de valeur. Et ce travail auquel on n'accorde pas de valeur, eh bien, il est vraiment inscrit dans des rapports de genre et de race. C'est le travail qui est fait par des gens auxquels on n'accorde pas de valeur, moins de valeur qu'aux autres. Donc, il y a vraiment un lien entre la valeur du travail et la valeur des personnes. Et donc, on ne voit pas ce travail comme du travail, non seulement parce qu'on le naturalise, mais aussi parce qu'on ne reconnaît pas même le corps des personnes qui l'effectuent. Par exemple, invisibiliser, ce processus d'invisibilisation, c'est être dans une pièce et ne pas voir la personne qui fait le ménage ou qui travaille là et faire exactement comme si elle n'existait pas. Donc l'invisibilisation du travail, c'est une invisibilisation des personnes et là, c'est une manière aussi de revenir à l'éthique. Et puis, il y a une autre forme d'invisibilisation ou d'injonction à invisibiliser son travail. Et là, ce n'est pas quelque chose qui vient d'autrui, c'est quelque chose qui est incorporé par les personnes elles-mêmes et par des formes de normativité de ce que l'on doit faire ou de ce que l'on doit être, c'est-à-dire faire comme si ce que l'on faisait était facile et n'était pas du travail. Et là, ça ne se pose pas seulement dans le salariat, on revient aussi à la sphère domestique, et à la sphère domestique comme étant celle où une femme, là, ce sont vraiment des normes en plus qui ont été très analysées pour les classes moyennes blanches, où être une maîtresse de maison accomplie, c'est faire comme si tout ça, avoir une maison bien rangée, des enfants bien élevés, etc., ça ne demandait aucun travail. Et l'élégance, c'est de masquer le travail. Et ça, c'est quelque chose que l'on continue de voir dans des métiers qui sont très genrés, où l'élégance, c'est de faire comme si ça ne coûtait pas. Et il y a toute une mascarade, une manière de masquer le travail physique, psychique, émotionnel qu'un certain nombre de métiers réclament, et notamment tous les métiers du soin et des personnes les plus subalternes dans le soin. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment pour cet élargissement du concept. En effet, le prendre soin, le care, n'est pas simplement une activité économique, c'est une éthique. Et effectivement, si on continue à élargir et qu'on continue à avancer dans la réflexion, c'est peut-être via les théories féministes du care qu'on peut avoir plus d'éléments pour trouver finalement vers où on va et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces questions qu'on se pose. Et donc, Florence Desgavres, est-ce que vous pourriez nous éclairer alors sur pourquoi c'est intéressant d'aller puiser dans les théories féministes une réflexion sur le soin, sur l'éthique du care? Oui, merci.
Mais la première chose qui est importante, je crois, à dire, c'est que c'est les théories, comme vous les nommez, les théories féministes du care, en fait, c'est vraiment un ensemble assez varié de travaux qui ont été motivés par un questionnement commun, hein, au départ, qui liait la situation propre des femmes au travail invisible et au travail gratuit, comme on vient de le dire, et aux inégalités sur le marché de l'emploi. Alors, je pense qu'il y a une forme de confusion autour des théories du care, c'est qu'on en parle comme d'un tout unifié, qu'il y aurait une émergence, un périmètre empirique précis, et en fait ce n'est pas vraiment le cas. Et je pense qu'une des confusions vient justement de l'usage du terme care lui-même en français, qui fait partie des termes qui sont finalement assez difficilement traduisibles, parce qu'ils sont très polysémiques, et quand on essaie d'en donner une définition concrète, en fonction des différents contextes nationaux, on arrive à des choses, finalement, à atterrir sur des choses concrètes et matérielles très différentes selon l'histoire nationale des mouvements de femmes, mais aussi de la sécurité sociale, etc. Et donc, dans les différentes traductions en français, on peut avoir soins, aide, soins, sollicitude, mais aussi quelque chose comme surveiller, garder. Et donc là-dedans, il y a des enjeux communicationnels, des enjeux éthiques et des enjeux, comme je le disais, de périmètre empirique. Alors, je trouve important de rappeler, ça a déjà été dit par Maud Simonet, que ces travaux commencent quand même, moi j'en fais la filiation, enfin je ne suis pas la seule, mais on fait remonter les travaux, les théories féministes du care, même si à cette époque-là on ne parlait pas de care, aux années 70, dans les milieux féministes en Europe du Nord, et aussi en Amérique du Nord, et ils sont vraiment nés dans les milieux féministes militants. C'était pas quelque chose qui a été pensé d'abord à l'université, et c'était pensé autour du travail domestique. Et ces travaux démontraient que le travail domestique, en effet, était une forme d'aliénation des femmes et une des raisons de leur statut d'inférieur dans la société. Et les termes du débat, même s'ils étaient quand même assez différents, que ce soit en Belgique, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, parce que les mouvements féministes n'étaient pas les mêmes et qu'ils revendiquaient parfois des choses un peu différentes. Mais ils s'entendaient bien sur le fait qu'il fallait contrer cette infériorisation. Et à un moment donné, ces travaux, ils ont effectivement, un des enjeux, c'était de compter, de rendre visible, de mesurer le travail, aussi de le mesurer en termes, pas seulement d'heures, mais en termes concrets d'argent. Mais à un moment donné, ces travaux, à partir des années 90, ont commencé à interroger le rôle de l'État dans cette infériorisation des femmes, dans cette assignation des femmes au travail domestique. Et tout le travail a été de montrer que la sécurité sociale, les politiques sociales avaient été construites principalement pour protéger du risque de perte de revenus, qui était basé sur le male breadwinner, l'individu masculin qui devait assumer les revenus pour une famille, et que pour les femmes, il y avait un autre risque important qui n'était justement pas pris en considération dans la construction des politiques sociales, c'était de ne pas pouvoir accéder au marché du travail et de ne pas pouvoir en vivre en raison d'une assignation à la maison et d'être dépendante d'un mari. Et donc on voit fleurir tout plein de travaux qui s'intéressent à ces politiques publiques, à la construction des politiques publiques, et qui, par exemple, ont fait tout un travail à la fois historique, mais aussi de comparer les pays entre eux et d'analyser le degré de familialisme de ces différentes constructions de la sécurité sociale. Et ça a été vraiment une étape importante, je pense, dans ces travaux et dans ces théories féministes du care, mais un peu avant la lettre. C'est-à-dire qu'on parlait déjà, parce que c'était très, très anglo-saxon aussi ces travaux, et donc on remplaçait, le terme de care, régime de care par exemple, était employé de façon commune pour désigner justement les structures de sécurité sociale, mais aussi la façon informelle d'organiser le soin. Et puis, ils viennent alors dans le débat, s'inviter dans ce qu'on appelle les théories féministes, vraiment celles qui ont pensé et qui ont été évoquées par mes collègues, les théoriciennes du care, John Tronto, Carol Gilligan et bien d'autres, et qui, elles, se penchent plus sur la relation de soins, donc pas uniquement sur le travail domestique, ou rémunéré ou non rémunéré, justement dans un espèce de... Ce qui est important, c'est la relation de soins, que ce soit dans le cadre rémunéré ou non rémunéré. Et donc, elle réfléchit à cette relation, à l'éthique qui sous-tend cette relation. Et pour elle, ce qui est
ce qu'elles mettent beaucoup en avant, c'est justement le besoin universel de care, et que chaque individu est en besoin de care, et que justement ces activités sont tout à fait dévalorisées. Les personnes qui font ces activités sont complètement dévalorisées, et donc elles invitent aussi à regarder en bas de l'échelle et à regarder aussi ce que Maud Simonet aussi appelait le sale boulot, et ce que vous disiez aussi, comme Fanny, comme expérience personnelle. Je pense aussi que tous ces travaux ont contribué à montrer la complexité du travail émotionnel derrière le care. Je pense que ça, c'est aussi un des acquis de ces théories-là. Alors, vous me demandiez aussi ce qu'apportent finalement ces théories au débat actuel en période de crise. Mais je pense que d'abord, c'est quelque chose qu'elles ont toujours fait, c'est de rendre visible ce qui était invisible, ce qui était considéré comme naturel. Donc, elles sont utiles parce qu'elles dénaturalisent, elles rendent problématique en termes d'égalité quelque chose qui fait partie de la vie des femmes. Je pense aussi qu'elles font apparaître assez clairement les structures oppressantes de la famille, de l'État, et elles envisagent aussi la possibilité de les transformer. Donc c'est un outil de lutte aussi, je pense, ces théories. Et puis, elles permettent aussi de rendre compte de la vulnérabilité, et que c'est un principe qui devrait ouvrir vraiment la vulnérabilité universelle. C'est un principe qui devrait ouvrir à une forme d'économie qui soit organisée autour de cette vulnérabilité, qui la reconnaissent, mais qui en prennent soin, et qui la mettent au centre de l'activité économique. Alors, peut-être juste une petite chose, si je peux encore dire une chose, c'est qu'il y a quand même un ou deux écueils à l'heure actuelle à l'usage du care. Il y a l'usage néolibéral du care, mais je pense aussi qu'il y a une forme aussi d'incantation dans l'usage systématique du care, sans vraiment penser à tout ce background de lutte féministe. C'est qu'on assigne de nouveau les femmes à une forme d'acceptation silencieuse à leur sort, en glorifiant le care. Finalement, ça devient très dérangeant de dire que le care, c'est du sale boulot. Et donc, il faut faire un peu attention, je trouve, à l'usage de ce terme aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Mais ce qui est important, c'est de se dire effectivement que si on avait organisé le système autour de la vulnérabilité, on n'en serait peut-être pas là à être complètement pris de court par une situation où on est tous vulnérables. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Je me tourne maintenant vers Sabine Panet, qui va peut-être nous transmettre des questions, des réactions du public. Oui, tout à fait, Paola. J'ai déjà une série de questions pour nos intervenantes. Je vais commencer par... donc, je propose de poser toutes les questions en une fois, et puis ensuite de vous laisser la parole. J'ai d'abord une question pour Fanny Dubois, une question de Hélène, qui dit « La sécurité sociale, ce n'est pas que le soin aux autres, le soin médical, le soin aux enfants et aux personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Qui voudrait en savoir un petit peu plus sur la sécurité sociale, parce que c'est vrai qu'entre care, on s'est fort centré sur la question du soin aux autres, donc j'imagine qu'elle a envie qu'on élargisse un peu et qu'on comprenne un tout petit peu plus ce que la sécurité sociale peut recouvrir aussi plus largement. J'ai une question pour Maud Simonet de la part de Anita, qui demande « Comment développer une critique du travail gratuit qui mobilise des valeurs qui pourtant sont assez belles comme celle de la solidarité, sans pour autant défendre la marchandisation de toute activité ?» Et enfin, j'ai deux questions pour Caroline. Caroline Ibos. D'abord, Maïté qui nous demande, pendant la pandémie, est-ce que la situation des personnes qui mènent des activités de soins aux autres, de care, s'est aggravée ? Et elle demande, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation, notamment des nounous racisés, qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'études de votre part ? Et Caroline, toujours pour vous, une question de Victoire. Victoire nous dit « La confection des masques pendant la pandémie, est-ce qu'on peut dire que c'est une métaphore de l'invisibilisation de ce travail de care ? Est-ce que vous avez une analyse là-dessus que vous pourriez partager avec nous ?» Voilà, je tiens simplement à signaler pour les personnes qui nous suivent en direct qu'on a reçu d'autres questions qui concernent peut-être un peu davantage la seconde partie du débat, donc on se les garde bien au chaud pour tout à l'heure. Merci beaucoup Sabine. Du coup, je propose qu'on continue à répondre dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Du coup, de nouveau, je vous donne la parole, Fanny Dubois.
la sécurité sociale est un peu plus que le soin aux autres. Effectivement, là je l'ai centré sur le soin aux autres, les travailleurs du care, sur le pilier de la santé. En fait, de la sécurité sociale, on explique souvent la sécurité sociale via ces différents piliers. Donc vous avez la santé, la pension, les congés payés, les allocations familiales, les maladies professionnelles. Donc en fait, le principe de la sécurité sociale, c'est de se dire, au plus on communautarise dans un pot commun et on cotise dans ce pot commun de façon progressive en fonction de nos revenus, au plus chacun reçoit de manière universelle en fonction de ses besoins. Donc la sécurité sociale, c'est quelque chose de conditionnel. Donc les droits sont universels, à savoir que quiconque qui arrive dans un hôpital, qu'il soit issu de la classe plus populaire ou plus élevée, doit pouvoir recevoir le même soin. Mais par contre, au niveau de la cotisation, l'amont de la sécurité sociale, là, vous avez une répartition des richesses plus égalitaire. Là, encore une fois, c'est de la théorie de la sécurité sociale. On se rend compte aujourd'hui que la sécurité sociale, elle subit de plus en plus un processus de marchandisation où, par exemple, dans la branche santé, on voit qu'il y a des transferts de la sécurité sociale qui vont vers des secteurs comme l'industrie pharmaceutique de plus en plus, qui, du coup, prend de l'argent de ce pot commun pour aller vers le modèle plus productiviste. Donc, tout ça, c'est des mouvements qui sont inquiétants, mais c'est vrai que la sécurité sociale, c'est évidemment beaucoup plus large. C'est de la naissance jusqu'à la fin de vie. L'idée, c'est que ce pot commun puisse vous solliciter, être solidaire vis-à-vis de vous. La société est responsable vis-à-vis de l'individu face aux risques de santé, de vieillesse qu'il rencontre dans la vie. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez souligné juste là maintenant, il est évident que la sécurité sociale, comme c'est basé sur ce principe de l'emploi à temps plein, très patriarcal, qui ne tient pas en considération le fait que justement, il y a des disparités entre les hommes et les femmes en termes de carrière. Par exemple, les femmes enregistrent beaucoup plus des emplois à temps partiel et donc du coup sont moins en capacité à cotiser dans ce pot commun et donc elles se retrouvent par exemple en fin de carrière avec une pension qui est beaucoup plus minime que la moyenne des emplois plus masculins et donc plus dépendante aussi du foyer familial, donc plus en difficulté de prendre de l'autonomie, alors qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de liberté. Normalement, cette idée du pot commun, c'est que c'est un terreau qui permet aux individus justement de prendre des choix plus libres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais c'est vrai qu'évidemment, la sécurité sociale, c'est beaucoup plus large que les métiers du care. Les métiers du care sont payés en partie par la sécurité sociale via la branche santé de la Sécu. Mais quand vous perdez votre emploi et que vous devez aller au chômage, par exemple, c'est la sécurité sociale qui vous aide. C'est un outil pour une émancipation, finalement. C'est un outil pour une émancipation parce qu'on se rend compte, et d'ailleurs aujourd'hui d'autant plus, ici par exemple la pandémie, elle va créer un gap en termes d'inégalité sociale qui va faire que la société se doit d'avoir une responsabilité vis-à-vis de tous ces gens qui par exemple vont perdre leur emploi, vont faire faillite. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, plus essentiel que jamais, de rappeler les principes fondamentaux de la sécurité sociale en vue de la rendre de plus en plus égalitaire, évidemment, puisque, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'histoire sociale de la sécurité sociale est traversée par des rapports de force, des rapports de classe et des rapports de genre, et aussi des rapports de race. Donc, voilà. On va peut-être avoir l'occasion d'approfondir cette question. Donc, je me retourne maintenant vers l'écran. Maud Simonet, voilà, est-ce que vous pourriez développer cette tension entre comment développer une critique du travail gratuit sans pour autant défendre la marchandisation? Oui, c'est une grosse question. C'est une grande question. Et on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc mais je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Mais par contre, il y a eu des réflexions qui ont été faites là-dessus et je peux peut-être évoquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des réflexions qui pense à la question de l'articulation entre le travail et sa rémunération. Et donc, il y a eu plusieurs propositions qui ont pu être formulées et qui sont toujours formulées aujourd'hui par les féministes qui ont réfléchi à ça et qui ont essayé de sortir de ce dilemme-là. Dès les années 70, en fait, il y a eu un mouvement qui s'appelait le Wages for Housework, qui était un mouvement international, un mouvement pour un salaire au travail ménager.
donc un mouvement qui a existé dans plusieurs endroits, pas partout d'ailleurs, hein, il y avait pas beaucoup en France, mais c'était très fort au Québec, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, et avec des personnes comme Maria Rosa Della Costa, Selma James, Silvia Federici. Et la proposition qui était faite par ce mouvement-là, c'était de donner un salaire pour le travail ménager, avec l'idée que donner un salaire, c'était en fait faire rentrer les travailleuses à la maison, enfin les femmes en fait, qui effectuaient ce travail domestique, dans un rapport de force avec le capital. Donc c'était vraiment l'idée de les faire reconnaître comme des travailleuses, les faire rentrer dans la classe ouvrière en fait, et les faire reconnaître comme des véritables travailleuses, et du coup changer aussi, dénaturaliser et politiser finalement la manière dont on pensait ce travail, et avec l'idée que ça pourrait permettre aussi, à un moment donné, de faire rentrer les hommes, c'est-à-dire de séparer cette espèce d'essentialisation du travail domestique. Ça a été fortement critiqué, ça n'a pas été reconnu par tout le monde, à la fois à gauche et aussi par des féministes qui ont pu dire, mais enfin, si vous donnez un salaire au travail ménager, vous allez assigner plus que jamais les femmes à la maison, etc. Et la réponse qui était faite dès cette époque par des gens comme Silvia Federici, c'était de dire non, on ne veut pas donner de l'argent, on veut donner un salaire. Or, le salaire, c'est un levier de pouvoir, c'est un rapport de force. Donc, c'est construire un rapport de force qui est en fait juste le début, pas du tout la fin, pas l'objet en soi, mais le début, et qu'à partir du moment où on peut salarier ce travail domestique, c'est tous les rapports entre travail et rémunération qui vont être transformés aussi bien à la maison que sur le marché du travail. Donc ça, c'est des propositions qui ont été formulées, par exemple, à l'époque, mais il y a après plein de réflexions qui ont été faites et qui sont encore en cours autour, évidemment, du revenu universel qui ont pu être proposés par certaines féministes avec l'idée que c'était la manière de reconnaître, finalement, moi, j'en suis pas convaincue, on pourra y revenir, mais c'est pas une proposition qui me convainc tant que ça, mais ça a été porté par certaines féministes et notamment autour des enjeux de care. Il y a eu des réflexions autour des formes de socialisation du salaire, autour des communs. Donc il y a toute une réflexion qui est menée, par exemple, autour les derniers ouvrages de Silvia Federici aujourd'hui, c'est sur une politique des communs qui essaye de réfléchir à un niveau local, à une manière de redistribuer, de rediscuter, à la fois de redistribuer les ressources et de rediscuter collectivement de à quoi on veut donner de la valeur aujourd'hui et comment on veut construire collectivement ces valeurs et ces institutions. Donc il y a énormément de réflexions, mais j'ai envie de dire qu'ils sont portés sur le travail gratuit qui ont été posées très tôt par les féministes, mais qu'on va retrouver dans plein d'autres espaces autour du travail sur Internet aujourd'hui, du travail du digital labor, du travail numérique, etc., où cette question aussi du travail gratuit et de son appropriation, notamment capitaliste, etc., fait débat. Et il y a aussi, en fait, les mêmes questions qui sont posées, les mêmes propositions qui sont discutées autour d'un wages pour Facebook, d'un wages, donc cette idée de repenser finalement un autre rapport au salariat, d'un revenu universel, d'un salaire de base, enfin. Donc il y a évidemment la politique des communs. Donc il y a plein finalement de formes de réflexion autour d'un autre rapport finalement entre le travail gratuit et la rémunération du travail qui cherche à échapper à simplement soit invisibilité et gratuité, soit tout marché et marchandisation à l'extrême. Donc voilà, je n'ai pas la réponse, mais c'est pour donner un peu l'éventail des réflexions et des propositions autour de ces questions. Mais en tout cas, il y a des pistes pour y réfléchir. Caroline Ibos, les deux dernières questions sont pour vous. Je vais vous demander d'être bref parce que vraiment, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. La question sur la situation actuelle des nounous qui se serait aggravée pendant la pandémie, est-ce que vous avez des informations, des questionnements qui ont avancé dans ce sens ? La situation a déjà été grave. Il y a eu une espèce de gravité et d'aggravement lié à ce que les personnes qui ont été déclarées par le gouvernement comme fondamentales, eh bien, leurs corps ont été exposés à la pandémie. Donc, il y a eu des expositions des corps extrêmement différentes et en revanche, elles n'ont rien gagné à cela. C'est-à-dire que le rapport de domesticité, si on voit un rapport de domesticité qui séparait les personnes servies et les personnes qui servent, eh bien oui,
pendant cette période-là, on peut dire qu'il y a eu un durcissement de ce rapport et peut-être qu'on pourra y revenir dans la deuxième partie parce que ça a été quelque chose de très violent pour elle. C'est-à-dire que ce qui a été, pour revenir à la visibilité, ce qui a été visibilisé, c'est la nécessité de les invisibiliser. C'est-à-dire la nécessité que leur corps soit invisibilisé pour que tout continue à fonctionner. Donc, oui, on peut dire que il y a une tension des rapports sociaux. Et la deuxième question, c'était autour des masques. Tout à fait. Une question, est-ce que le masque serait la métaphore la métaphore parfaite du travail invisible? Alors, j'ai un peu de mal à la comprendre, la question. Du coup, je vais décaler la chose. Est-ce que je ne sais pas si la question fait référence au masque qui vient invisibiliser le visage, enfin qui vient masquer le visage, ou si c'est une question qui concerne l'invisibilisation du travail de confection des masques, parce qu'on sait, et ça a été un truc un peu fou, que cette confection des masques, elle a souvent été faite, pour le coup, par des personnes tout rémunérées, par exemple par des prisonnières ou par des personnes en réinsertion. Donc, je pense qu'il y a en tout cas, on peut penser la question des visibilités comme enjeu de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas à partir du visage, de l'invisibilisation de certains visages et de la visibilisation d'autres. Par exemple, pour revenir à une question de service, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut mettre mal à l'aise quand les restaurants étaient encore ouverts, où les serveurs et les serveuses étaient masqués, quand les clients ne l'étaient pas. Et là, encore une fois, ça vient visibiliser des rapports de service. Et dans les maisons, autour du travail des travailleuses domestiques, un certain nombre me disaient que dans les maisons dans lesquelles elles travaillaient, leurs patrons et leurs patronnes ne portaient pas le masque, alors qu'elles devaient le porter. Et donc là encore, il y a effectivement une visibilité de ces rapports de domesticité comme un rapport social qu'on peut considérer de manière très totale, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai essayé. On aura l'occasion peut-être d'approfondir par la suite. En effet, je crois que cette première partie de la discussion s'est concentrée pas mal sur les femmes qui donnent du soin. Mais les femmes ne sont pas que donneuses du soin, elles ont besoin de soins aussi. Et effectivement, on peut se demander, et je vous invite à garder la parole, Caroline Ibos, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment est-ce que ces durcissements dont vous parlez des conditions de travail, des conditions de domesticité, cette inégalité, comment est-ce que vous voyez ça dans les effets sur leurs conditions de vie et comment est-ce que ça, si vous avez réfléchi ou s'il y a déjà des indices, vers quoi ça mène en termes de respect de leurs besoins, de respect de leurs conditions ou de peut-être un projet de vie vivable, envisageable? Ce que l'on peut dire, c'est que la santé de ces personnes-là, donc le soin, là pour le coup, le soin médical, est très peu pensé pour les travailleuses domestiques. Elles sont même très exclues, même des visites médicales et d'une surveillance médicale de leur corps et même les difficultés de leur travail, c'est-à-dire que la souffrance physique ou la difficulté physique de ce travail est quelque chose qui est extrêmement peu abordé, y compris dans le cadre de la sociologie. Les femmes qui s'occupent d'enfants, eh bien oui, c'est aussi un métier difficile. Elles ne s'occupent pas d'ailleurs que d'enfants. Souvent, elles font aussi le ménage. Elles sont exposées à des produits chimiques, mais il n'y a pas d'études, à ma connaissance en tout cas, qui viennent objectiver véritablement ça. Il n'y a pas d'études un peu systématiques qui viennent objectiver ces questions de santé au travail pour les travailleuses domestiques. À cela,
on peut ajouter qu'une partie d'entre elles, alors ce n'est pas du tout le cas de toutes, il ne faut absolument pas généraliser, mais une partie des travailleuses domestiques à domicile, donc qui travaillent dans le domicile d'autres personnes, une partie d'entre elles sont des femmes qui sont sans papier ou qui ont longtemps été sans papier et qui sont également exclues des systèmes du soin ou du prendre soin institutionnel. Et donc, cette pandémie a montré, y compris autour de la question du care et du cure, donc du soin médical et du soin non médical, c'est que ça vient hiérarchiser les demandes et la légitimité des besoins de soins. Il y a des personnes qui sont plus légitimes à recevoir des soins que d'autres. Et les travailleuses domestiques, elles font partie de ceux et de celles plus exposés au virus, peu protégés, moins souvent ou moins bien protégés, dont la santé compte moins. C'est aussi elles sont aussi considérées comme une sorte de prolétariat ou de caring class, comme dit David Graeber, finalement jetable, interchangeable, un réservoir, comme on parle souvent, un réservoir d'emploi. On en trouvera toujours donc, pour faire ce travail-là. Donc, finalement, cette valorisation du care, cette valorisation du soin pour certaines et certains, pour certaines classes sociales, pour certains groupes sociaux, n'a pas du tout été extérieure aux questions de domination, de hiérarchie, de classement entre les personnes. Et du coup, ça revient à la question qu'on me posait, c'est que le soin d'autrui a été extrêmement valorisé, mais les personnes qui ont produit ce soin d'autrui, qui ont produit ce care, elles, leur situation n'a pas été extrêmement valorisée, ni économiquement, ni en termes de travail, ni en termes de, tout simplement, d'attention à leur corps. Et les manières dont elles font attention à leur corps, elles, sont souvent des manières très délégitimées. Ce sont des corps que l'on délégitime, des corps trop gros, elles prennent pas assez soin d'elles. Il y a aussi une espèce de corps idéal, biopolitique, qui est le lieu du bien-être, le corps qui fait du yoga, le corps qui est mince, le corps qui montre lui-même ce souci, qui montre ce souci de soi, qui est aussi inscrit dans des rapports de classe. Et leur corps à elles, il est exclu aussi de ce self-care ou de ce jugement du self-care. Donc, je pense que, une fois de plus, je ne sais pas très bien comment s'en sortir, mais même l'éloge du care, cet immense éloge du care auquel on assiste, en fait, c'est l'éloge du care de certaines, certains, pour certains corps, avec des formes de légitimité esthétique et éthique dont une partie des travailleuses et des travailleurs du care sont largement exclus. Merci beaucoup, Caroline. J'aurais envie, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu avant, mais j'aurais envie peut-être de vous donner la parole, Florence Desgavres, parce que il me semble que vous aviez entamé cette réflexion et j'aurais envie de vous entendre sur quels besoins spécifiques en termes de soins ont les femmes et qu'est-ce que les théories féministes nous disent là-dessus. Oui, mais donc, en lien avec la crise, évidemment. Donc, la crise, je pense qu'elle a vraiment mis en évidence les inégalités dont étaient victimes les femmes, mais elle les a aussi exacerbées. Et ça nécessite évidemment des réactions adéquates. Je pense que c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut entendre la question des besoins spécifiques. C'est des besoins spécifiques liés à leur situation, les rapports sociaux et par rapport aux inégalités. Mais je pense qu'il y a plusieurs domaines où les femmes ont vu leur situation se dégrader et donc leurs besoins aussi s'accroître. D'abord, il y a dans la crise, maintenant les statistiques le montrent, il y a une dégradation générale d'accès aux ressources,
que connaissent les femmes. Il y a des pertes d'emplois qui sont concentrées dans les parties de l'économie où les femmes étaient très très présentes. Par exemple, tous les commerces qui ont fermé, par exemple, toutes les parties de l'économie qui se sont arrêtées. Alors, les statistiques ne sont pas encore tout à fait claires par rapport au deuxième confinement, enfin par rapport à... Les statistiques s'arrêtent, là, moi celle que j'ai vue s'arrête fin septembre, mais je pense que cette deuxième période est plus difficile parce que tout le monde il n'y a plus de ressources, enfin, il y a plus de voilà. Alors les demandes d'aide au CPAS, elles ont aussi augmenté. Notamment de revenus d'insertion. Alors c'est pas clair, par contre, il n'y a pas encore de différence vraiment significative entre hommes et femmes, mais probablement parce que pour certaines, il y a tout simplement un retrait de l'emploi, un retrait de la demande de travail, et il y a probablement aussi beaucoup de non-recours. Donc ça, je pense c'est des choses qu'il faut absolument commencer à étudier. Donc par rapport à ça, ah, il y a quelqu'un qui a un écho. Je pense qu'il y a des mesures de transition qui doivent être particulièrement renforcées. Et puis, pour maintenir le rapport à l'emploi, probablement des mesures de chômage temporaire, voire des accompagnements à la reconversion éventuellement pour les secteurs qui vont avoir du mal à l'avenir. Il y a aussi un deuxième domaine où les choses se sont dégradées, c'est le partage des tâches. Je pense qu'on a toutes expérimenté le fait d'être enseignante, mère, servante, aidante, etc. pendant les périodes de Covid où on était à la maison. Et avant le Covid, il y avait déjà une forte inégalité entre hommes et femmes au niveau du partage du temps de travail, du temps domestique. Ça s'est renforcé avec le Covid. Et alors, on a un chiffre qui est aussi intéressant, c'est que le recours au chômage Corona a été pris à 75% par les femmes en Belgique. Alors que le recours au congé parental était en train de se rééquilibrer. Donc on est à 67%, mais on part de très loin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de retour aux espèces de traditions du partage des tâches avec le corona. Donc ça, je trouve que c'est assez important à noter et que le corona a cette espèce d'effet de renforcer l'idée d'un male breadwinner, etc. Donc ça, je pense qu'il faut être vigilante là-dessus. Il faut aussi regarder sur les licenciements. J'ai lu que l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes avait des plaintes de personnes de femmes enceintes qui se sentaient particulièrement menacées. Et donc, on sait que pendant les périodes de crise, c'est souvent les emplois féminins ont été remplacés les emplois occupés par des femmes étaient remplacés par des hommes. C'était une histoire éternelle du travail des femmes. En tout cas, en Belgique, on connaît bien cette histoire. Et je pense qu'il y a aussi notre proposition qui est beaucoup plus générale, mais par rapport à ce partage des tâches inégales, c'est d'essayer de dégenrer le care. C'est une des propositions qui est de longue date, qui est polémique, mais c'est de dire il faut absolument que le soin soit pris en charge par tout le monde, mais y compris dans ses aspects rémunérés, donc qu'on rende ces métiers attractifs pour tout le monde, y compris pour les hommes. Et c'est une revendication très vieille du mouvement féministe belge. Il y a dans le petit livre rouge des femmes, en 72, il y avait déjà écrit cette revendication. Et puis de manière générale, investir dans le care, investir dans les soins, dans les structures, les infrastructures, parce que c'est quelque chose qui sert aux femmes. Et là-dedans, moi, pour bien connaître ce domaine qui est l'aide à domicile, il y a clairement un manque d'investissement. Il y a eu des refinancements successifs, mais en tout cas des investissements en termes d'infrastructures, d'innovation. Il faut innover, il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je n'ai pas le droit de les dire. On aura peut-être l'occasion de oui. les aborder après. C'était surtout pour attirer l'attention juste sur la question des femmes âgées, des femmes en situation de handicap et des femmes en situation de sans-papiers qui ont vraiment des besoins spécifiques dans cette crise du Covid et d'essayer vraiment d'attirer l'attention. Une accrue aussi. Pardon ? Une vulnérabilité accrue, tout à fait. Tout à fait. Ouais. J'aurais quand même envie donc d'enchaîner sur ce constat des pertes d'emploi, de précarisation des femmes. Peut-être pour rebondir sur la question du travail gratuit, Maud Simonet. Maud Simonet, s'il y a plus de pertes d'emploi, plus de femmes qui vont se retrouver en dehors du marché de l'emploi, est-ce qu'elles vont augmenter le rang du travail gratuit ? Et comment est-ce que cet investissement ou cet dévouement vers le travail gratuit peut affecter leur vie et leur accès à recevoir des soins ?
Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question. Je resterai peut-être plus sur ce qui s'est joué pendant la crise sanitaire, en fait, ou ce qui est en train de se jouer, mais même ce qu'on peut voir avec un tout petit peu de recul sur le premier confinement, c'est que pour moi, il y a eu quelque chose de paradoxal, en fait, en tout cas, il y a peut-être une ambivalence dans ce qu'on peut regarder, c'est qu'à la fois, il y a sur la question du travail gratuit et du travail plus largement sous-valorisé des femmes, il y a eu une espèce de caricature du recours à ce travail-là pendant cette période. Hein. Il y a eu ces expressions, les premières de corvée, tout le monde a bien vu que ces métiers féminins étaient au front et ça voulait dire effectivement à la fois surexposés pour ce qui est des conditions sanitaires et qu'en même temps elles ont été surutilisées, surexploitées et qu'on sait tous que jusqu'à aujourd'hui elles n'ont rien gagné en plus, elles n'ont pas été valorisées à part des applaudissements le soir, elles n'ont pas été valorisées plus que ça, donc il y a eu une surutilisation et un recours presque caricatural en fait au travail des femmes, aussi bien, j'ai envie de dire, au métier féminin pendant cette crise qu'au recours au travail gratuit très très fort en fait, qui a été aussi presque là aussi caricatural avec l'appel aux bénévoles qui a été prononcé par les chefs d'État de manière vraiment on ne peut plus, enfin voilà, c'est avec cette dimension on est en guerre, on compte sur vous, donc que ce soit, on l'a beaucoup évoqué, le recours aux couturières pour faire des masques dans plein de municipalités, dans plein de collectivités, dans plein de départements, où on a mis en place des véritables usines, hein, en fait, où on attendait que les gens viennent et fassent des masques, mais ça a été, et donc ça a été mis en place par les pouvoirs publics, mais l'appel aussi aux volontaires dans les hôpitaux, et puis bien sûr toute la surcharge de travail domestique qui a été attendue des parents, et on sait bien que c'est surtout les mères qui les ont pris en charge, avec là aussi cette dimension à la fois d'une surutilisation, d'un surrecours et d'une mise en danger physique et psychique. Hein. Je veux dire, la question du recours aux couturières bénévoles, elle a démarré, elle a été visibilisée sur Internet par une déclaration de burn-out qui a été lancée par une couturière bénévole qui a dit moi j'en peux plus, je peux plus faire ça, 200 masques par jour là, c'est juste plus possible, je tiens plus physiquement, je tiens plus psychiquement. Bon, sur la question des mères, etc. Donc il y a une caricature effectivement dans la violence et dans la dimension presque extrêmement visible de ces appels et de ces recours finalement au travail gratuit ou peu valorisé des femmes. Et en même temps, il y a eu beaucoup de conflits pendant cette période. Autour de ces questions-là, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas fait grève, mais elles ont demandé des comptes pendant cette période-là. Donc il y a eu des conflits, il y a eu des mobilisations, et je voudrais attirer l'attention là-dessus parce que pour moi, ça, c'est un enjeu finalement qui peut aussi nous faire réfléchir pour la suite et nous donner des pistes aussi pour voir des éléments peut-être un peu plus d'espoir, même si on sait tous que la situation aujourd'hui elle est assez catastrophique évidemment pour les femmes, mais c'est qu'il y a eu des mobilisations importantes et qui ont finalement parlé un peu d'une même voix dans plusieurs endroits en fait du monde social. Les couturières, en fait, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elles se sont mobilisées et qu'elles se sont mobilisées, que ce soit les masques de Bruxelles en Belgique, les masques en France, elles ont dénoncé en fait très vite pendant le premier confinement toute l'industrialisation de leur bénévolat par les pouvoirs publics, avec tout un discours sur vous n'avez pas pris ça en charge et à un moment donné vous attendez que nous finalement on le fasse parce qu'on est des femmes, parce qu'on est censé savoir coudre des masques, parce qu'on est solidaire, alors que nombre d'entre nous finalement on n'a plus de quoi vivre. Nombre d'entre nous, on est des couturières professionnelles ou en tout cas on exerce ça dans le cadre de notre métier. On est intermittente, on est couturière, on est styliste, on est tout ceci. Et donc notre travail en fait il a plus de valeur. On est censé le donner gratuitement à l'État en fait, hein, ce cadeau fait par les couturières à l'État, comme dit Annabelle Lox, donc, qui a mené un peu le mouvement, les masques de Bruxelles en Belgique. Donc, il y a eu une réaction très, très forte, en fait, sur les réseaux sociaux, puis dans les médias, qui a été entendue et qui n'est pas finie. Il y a une mobilisation qui n'est pas terminée sur ces questions-là. Il y a eu en France, mais je sais que c'était le cas dans d'autres pays, les élèves infirmières qui étaient réquisitionnées comme stagiaires, alors qu'en fait, elles étaient utilisées comme aides-soignantes et qu'elles étaient diplômées comme aides-soignantes, hein, mais qu'on demandait de mettre en stage, en fait,
pour qu'elles soient payées entre 0,40 centimes et 1,20 € de l'heure, et ben, elles ne se sont pas laissées faire. Elles ont publié une lettre à cœur ouvert, comme elles ont dit, en signant en tant qu'étudiantes infirmières fatiguées et en colère. Et elles ont dit oui, c'est avec plaisir que nous mettons nos corps à contribution pour venir à bout de cette épidémie. Cependant, nous demandons juste un peu plus de reconnaissance et de considération de la part de nos employeurs. Et là aussi, elles ont dénoncé finalement le recours qui était fait. Elles ont dit vous nous utilisez parce qu'on est diplômé comme aide-soignante, vous nous demandez d'être en stage, alors que ce n'est pas du stage en fait. C'est pas du stage qu'on est en train de faire. Les mères de famille, elles se sont mobilisées. En Allemagne, elles ont envoyé carrément des factures de leur surtravail domestique au Länder pendant le Covid, en faisant le calcul, en disant vous fermez les écoles, vous fermez les cantines, vous fermez les crèches, vous fermez tout ça, et donc vous attendez que nous, on prenne tout ça en charge, en plus du télétravail. Eh bien non, en fait, on va faire le compte. Donc je pense que dans cette idée d'envoyer la facture, de demander des comptes, de ne pas se laisser faire, en fait, il y a des conflits qui vont contester, dénoncer, refuser le travail gratuit, qui vont brandir, en fait, un peu la facture à la face de l'État, qui vont interroger ce rapport capitaliste patriarcal qui attend des femmes de prendre en charge finalement à leurs dépens, aux dépens même, donc aussi elles l'ont toutes dit de leur corps, comme c'était très bien dit par Caroline, mais elles l'ont toutes signalé en fait, on se met en danger aussi et on n'a même pas la reconnaissance en fait de la valeur de notre travail. Et là je pense qu'il y a peut-être une courte fenêtre, parce qu'en même temps finalement, pendant ce Covid, le projecteur, il a été mis sur le travail des femmes. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé du tout la situation, mais il y a peut-être une courte fenêtre où on n'a peut-être plus la démonstration du côté indispensable de leur travail pour la reproduction de la vie. Et que du coup, on a peut-être un petit moment où c'est plus simplement une lutte pour la mise en visibilité de ces femmes, mais une lutte pour la mise en valeur de ces femmes et de leur travail. Et que derrière, je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque aujourd'hui. C'est à la question, effectivement, de ce à quoi on est prêt socialement, collectivement, dans nos institutions, dans nos échanges, à donner de la valeur et comment. Et je pense que cette question, elle a été très fortement posée par les femmes à plein d'endroits de la société pendant cette crise et que du coup, c'est une mobilisation qu'il faut entendre et à partir de laquelle il nous faut travailler. Effectivement, un grand chantier qui nous attend. Merci beaucoup, Maud Simonet. Fanny Dubois, peut-être dans ce sens-là, d'une manière plus collective, quel changement doit-on opérer pour que la sécurité sociale puisse répondre au plus près à ces besoins qui étaient déjà avant, mais qui se sont agrandis pendant cette crise? Mais c'est vrai que pour rebondir à ce dont Maud Simonet vient de parler, je trouve que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de vraiment prendre conscience à quel point cette question du travail, dans son rapport au capital, dans son rapport au patriarcat, est éminemment politique et permet d'actionner toute une série de levées d'actions. Je pense qu'aujourd'hui, travailler autour de ces rapports de travail est plus essentiel que jamais. On a quand même vécu des périodes politiques où on a psychologisé les rapports sociaux, où on a individualisé très fort les rapports sociaux, alors qu'aujourd'hui, je pense que remettre au centre des débats publics la question du travail et la question de comment se répartit le travail, la question aussi liée à tous ces enjeux à la fois sociaux dont on vient de beaucoup parler, mais des enjeux écologiques aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise ne nous démontre pas à quel point ce surproductivisme, en fait, n'est peut-être plus le paradigme dominant qui pourra répondre à tous ces enjeux? Est-ce qu'on ne devrait pas repartir vers une philosophie beaucoup plus de la répartition, du commun, de l'égalité? Pourquoi l'égalité est-elle vraiment meilleure pour toutes et tous? Et là, je ne centre pas, je ne stigmatise pas sur les classes populaires, mais vraiment, j'encourage aussi les classes plus aisées à se rendre compte à quel point partager les richesses, en fait, si on prend le bête exemple de la santé, en fait, on se rend compte que dans les pays où on répartit davantage les richesses, la santé de toutes les classes sociales est meilleure. Donc l'espérance de vie augmente dans toutes les classes sociales, parce que si vous voulez, quand vous êtes justement un homme borné au travail, à la productivité, vous avez aussi des facteurs de santé qui sont nuisibles parce que vous êtes face à des stress pas possibles. Et donc, à un moment donné, réfléchir à cette question du travail et réfléchir à cette question du temps de travail, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les femmes, je l'expliquais tout à l'heure, subissent des pensions beaucoup plus minimes, c'est parce qu'elles sont aussi
plus amenés, la société les incite plus davantage à travailler au niveau des temps partiels. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette négociation autour du temps de travail, elle se fait encore trop dans la sphère privée. Elle devrait se faire de manière beaucoup plus collective, à l'échelle plus macro. Donc ça, je pense que c'est une des revendications assez essentielles, c'est de réfléchir à la question du temps de travail et de ne pas tout de suite dire « mais non, il n'y a pas d'alternative par rapport à ça, c'est un truc ringard des luttes passées ». Et non, au contraire, je pense que c'est vraiment plus contemporain que jamais. Et évidemment, du coup, ça touche beaucoup plus aussi les droits des femmes, parce qu'en répartissant mieux le travail, on peut collectivement le diminuer, ce qui permettrait à beaucoup plus de femmes, du coup, d'accéder à un temps plein et donc d'accéder à des meilleurs droits de protection sociale. Là, la question du travail, en politique féministe de protection sociale, on pense aussi à l'individualisation des droits. Vous parliez tout à l'heure d'un reconservatisme qui est quand même peut-être inquiétant, mais aussi, et j'aime bien ces notes d'espoir de militantisme créatif, alternatif, malgré le confinement, etc., qui permettrait justement de remettre au goût du jour cette question de l'individualisation des droits, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout normal qu'une femme soit encore à ce point-là dépendante de son compagnon pour avoir accès à des droits de protection sociale. Je pense qu'il faut inciter aussi à des politiques qui responsabilisent la responsabilité des hommes dans la domesticité aussi, dans les travaux domestiques. Donc on parle du congé de paternité, par exemple. Ici, on peut se féliciter, même si on arrive beaucoup plus tard que la France, à l'observer dans les accords du gouvernement. Et enfin, plus dans l'assurance maladie invalidité, donc cette branche santé de la sécurité sociale, et je trouve que c'est pas mal de conclure aussi là-dessus, puisqu'on vient de traverser cette période pandémique. Moi, pour être plus spécialisée dans les questions de système de santé, je réalise à quel point tout notre système de santé a été essentiellement construit sur un dogme patriarcal, libéral, productiviste et curatif. Or ici, la pandémie nous a vraiment montré à quel point cette dimension de la prévention, cette dimension des déterminants de santé, l'influence de l'écologie dans la construction d'un virus, est plus contemporaine que jamais. Et donc ça, je pense que les mouvements féministes au sein de la branche santé de la Sécu, au sein du système santé, et cette féminisation de beaucoup de travailleurs du care, mais aussi des médecins, pourrait permettre justement de penser à ces alternatives dans le système de santé dans lequel on pense à ces déterminants de santé. Quand je parle de déterminants de santé, c'est les inégalités sociales, c'est la qualité du logement, c'est de l'alimentation, des conditions de travail, etc. Et donc réfléchir notre système de santé depuis ces déterminants en vue de préserver la santé plutôt que construire des maladies qui alimentent les poches, soit des big pharma, soit des médecins. Je pense que c'est plus essentiel que jamais. Et je pense aussi que du coup, dans la concertation sociale liée à la sécurité sociale, que ce soit entre syndicats, patrons et gouvernement, maintenant qui prend de plus en plus de poids, ça c'est assez inquiétant, hein, que la sécurité sociale devienne un peu une variable d'ajustement en fonction du court-termisme politique ou du PIB, c'est totalement inquiétant. Et ça, c'est vrai qu'on doit vraiment renverser la balance. On doit vraiment profiter de cette période de crise, de pandémie, pour se dire, de toute façon, les besoins en sécurité sociale, ils vont être tellement importants qu'on ne va pas pouvoir trouver d'autres solutions que mieux répartir les richesses entre les différentes classes sociales. En tout cas, j'espère qu'à un moment donné, ça sera un levier qui sera presque indispensable pour préserver la cohésion sociale et pour préserver le système de santé. Je vais quand même parler un tout petit peu de mes maisons médicales, brièvement, parce que les maisons médicales, c'est un mouvement alternatif qui s'est construit en Belgique suite à mai 68, des grèves libérales des médecins, etc., et qui défend justement cette idée de multidisciplinarité dans le soin, qui casse cette idée de corporatisme dans les professions de soins et donc de taylorisme, donc de division dans les professions de soins. On en a beaucoup parlé de cette hiérarchie dans le soin qui crée des invisibilisations, etc. Et en maison médicale, on favorise justement cette idée qu'au plus on crée de solidarisme entre ces professions, au plus on gagne en pouvoir d'agir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit repenser aussi ces questions de division du travail, parce que c'est ça qui fait que le capital, que le patriarcat
patriarcat peut se reproduire, au plus il divise, au plus il se reproduit. Je pense que pour créer des leviers d'action, on doit pouvoir recréer des liens entre toutes et tous, et j'espère que la pandémie va renforcer ces idées-là. Ouais. En tout cas, je pense que cette discussion invite très fortement à aller dans ce sens-là. Merci beaucoup, Fanny Dubois. Je ne sais pas, je pense qu'on aura l'occasion de prendre peut-être une ou maximum 2 questions du public. Je me tourne vers Sabine pour savoir si elle peut faire l'exercice difficile de choisir une ou l'autre question pour conclure. Alors 2 questions, ça va vraiment être difficile. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus sur les constats et que beaucoup de questions tournent autour de solutions, en fait, de possibilités. Donc j'ai envie de prendre d'abord la question de Leïla, que Leïla avait posée déjà un petit peu plus tôt, et que voilà, dont certaines réponses à cette question ont été déjà esquissées par les intervenantes, mais c'est la question du revenu universel. Est-ce que le revenu universel pourrait jouer un rôle régulateur? On sait que c'est un sujet fort débattu parmi les féministes, donc question 1. Et je retiens, et encore une fois, je suis vraiment désolée pour les autres, et je pense aussi que à regarder à nouveau le débat, on va se nourrir et certaines réponses apparaissent. En fait, je retiens donc la question de Claudine qui nous demande: est-ce qu'on peut développer ce que serait une économie développée autour du care, de la notion de vulnérabilité? Il me semble que cette question peut nous ouvrir des horizons pour terminer cette soirée. Merci beaucoup, Sabine. C'est vrai que c'est un exercice très difficile d'essayer de conclure en moins de 5 minutes. Aïe, 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 mais on va essayer. Surtout avec le débat. Et du coup, qui souhaite peut-être je veux poser la question à une de nos intervenantes françaises. Peut-être, je pense que Maud Simonet a déjà évoqué les revenus universels. Est-ce que vous vous sentez de donner une toute petite réponse sur cette question ou Je peux, mais très brièvement. Je ne suis pas plus convaincue du tout par ce projet-là, donc je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut donner la parole, mais je peux juste dire pourquoi je ne suis pas convaincue, on va dire. Parce voilà. Mais après, c'est très compliqué parce que le revenu universel, c'est comme quand on dit, il y a autant de revenus universels que de personnes qui le proposent, donc c'est assez compliqué. Mais disons que fondamentalement, j'arrive pas à être convaincue par le fait que ça renverserait les rapports sociaux et que du coup, les questions d'assignation du travail et de division du travail qu'évoquait Fanny juste avant, serait renversée par le simple fait qu'on donne une allocation universelle, surtout s'il y a l'idée qu'elle doit être complétée pour les uns et les autres par d'autres formes de travail. Et je ne vois pas en quoi ça renverserait l'ordre patriarcal, par exemple, qui attend des femmes qu'elles s'occupent de telle et telle chose. Et voilà, telle qu'elle est présentée souvent, c'est une proposition qui individualise en fait. Chacun reçoit son revenu universel et chacun va faire avec. Or, j'ai toujours le sentiment que dès que c'est individualisé, les rapports sociaux vont jouer à plein et les normes sociales vont jouer à plein et qu'on attendra toujours des femmes, et peut-être encore plus parce qu'elles reçoivent 700 € par mois. Du coup, on attendra encore plus qu'elles contribuent, puisque tout le discours aujourd'hui sur la contributivité, la contrepartie, etc., je me demande dans quelle mesure ça n'aurait pas tendance à renforcer encore plus cette idée qu'en plus, comme elles touchent 700 € par mois, il serait bienvenu qu'elles aillent travailler gratuitement pour s'occuper des gamins dans les écoles, des personnes âgées dans les EHPAD, etc. Donc voilà, je disais au moins dans les propositions qui étaient faites par les féministes dans les années 70, aussi bien dans le Wages for Housework des marxistes à la Federici, ou dans les propositions qui ont pu être faites à un moment donné par les matérialistes radicales comme Christine Delphi, de dire à un moment donné c'est au mari de payer puisque c'est lui qui utilise le travail. Au moins il y avait l'idée que dans la rémunération il y avait l'idée de subvertir en fait un rapport social et que du coup par ce changement en fait on allait se transformer. J'arrive à comprendre, j'ai toujours pas été convaincue par que vient subvertir véritablement le revenu universel dans les rapports sociaux, à quoi il s'attaque fondamentalement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je ne suis pas convaincue. Une dernière chose peut-être, c'est qu'en tout cas en France, dans les discours politiques qu'on a eus autour et peut-être ça reboucle un peu aussi sur nos questions, dans les discours politiques qu'on a eus autour du revenu universel, on a beaucoup entendu
ça permettra aux femmes de sortir du marché du travail. Et puis, par exemple, ça leur permettrait d'aller s'engager dans les associations. Ce sera très bien, etc. Mais il faut surtout pas, par contre, il faut surtout pas qu'elles reviennent à la maison. Donc, il y avait tout un discours comme ça qui opposait une espèce de bon travail gratuit qui serait les femmes vont, grâce au revenu universel, si elles ne sont pas heureuses dans l'emploi, elles vont pouvoir s'investir dans les associations. Mais par contre, on ne veut surtout pas qu'elles retournent à la maison, qui serait le mauvais travail gratuit, le travail domestique. Et en fait, ça m'a laissé un goût en fait, un peu de mal à l'aise, où j'avais l'impression de revoir en fait les propos qui étaient posés, enfin les questions qui étaient posées par Bellux il y a bien longtemps déjà, c'est-à-dire à qui on parle et qui est-ce qu'on veut envoyer dans les associations, qui est-ce qu'on ne veut pas renvoyer à la maison et d'où on parle pour être si sûr que finalement le travail gratuit dans les associations, il serait plus égalitaire, il serait moins discriminant, il répondrait moins finalement à tous ces rapports sociaux que le travail à la maison. Moi, pour avoir travaillé pendant 15 ans sur le monde associatif, j'ai du mal à croire que ce soit tant que ça un lieu en termes de division du travail, de division du pouvoir, etc., d'émancipation des femmes. Donc voilà, je suis sceptique sur plein de choses qui sont transportées avec cette notion et je crois beaucoup plus dans des choses qui, encore une fois, reposent collectivement. J'ai des échos, j'ai trop parlé peut-être. Je suis beaucoup plus convaincue par des choses qui remettent sur la table la question du collectif et à quoi on veut collectivement Merci beaucoup, Maud Simonet, pour cet éclairage. Je vais maintenant devoir donner la parole pour peut-être le mot de la fin. Et ce n'est pas mal de développer ce mot de la fin, peut-être Florence Desgavres. Comment est-ce que pourrait être une économie centrée, organisée autour de la vulnérabilité et du care? Oui, ce serait plutôt une économie, je pense, orientée ou en tout cas organisée autour du principe ou des activités de care. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'avoir tout à fait une autre séance parce que c'est un débat très très vaste. Mais peut-être pour dire juste, si je devais dire juste un ou deux mots, je pense qu'on peut commencer à réfléchir à une économie du care à partir de ce qui s'est passé précisément pendant et surtout au début de la crise en mars-avril autour des métiers essentiels et non essentiels, qui ont quand même posé la question de qu'est-ce qui nous maintient en vie et qu'est-ce qui ne nous maintient pas en vie. Je pense que ça, c'est une bonne entrée dans l'imaginaire d'une économie du care. Un deuxième aspect de cette économie du care, c'est qu'elle est tournée vers des secteurs non pas, qui organiseraient la réparation d'un système qu'on maintiendrait capitaliste, destructeur, mais bien d'une vraie économie post-croissance où on réfléchit finalement aux secteurs de l'économie qui maintiennent en vie, qui reproduisent la vie, avec l'idée aussi de remettre en cause les taux de croissance et la façon dont on organise le prélèvement des ressources, le prélèvement du travail, etc. Voilà, je pense que c'est une réflexion qui est en cours au sein de l'économie féministe et des économistes féministes, mais aussi des écoféministes. Donc il y a pas mal de débats, de réflexions, de publications en ce moment là-dessus, et que, quelque part, heureusement, la crise du care a permis de mettre en lumière. Ok, donc il y a peut-être un peu de positif finalement qui se profile à l'horizon. Essayons de le renforcer. Merci beaucoup, mesdames, pour avoir participé à ces débats. Merci beaucoup, Sabine Panet, Manon Legrand, Flora Evenot. Merci, Azine TV. Juste avant de nous quitter, je vous invite à découvrir notre agenda. La semaine prochaine, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, nous aurons le plaisir de nous associer à la Ligue des droits humains pour vous proposer un débat qui pose la question des articulations entre liberté individuelle et sécurité collective. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux prochains événements que nous programmons. Et pour vraiment clôturer cette discussion, peut-être pour ramener un autre registre de réflexion, d'interpellation plus artistique que musicale, je vous laisse en compagnie du clip Modesta de Joyce Lamb, un appel, une interpellation à déconstruire, à se lever contre cette injonction au care aux autres et à la soumission. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à une prochaine fois à toutes et à tous. Merci. Elles t'ont appelée Modesta, un prénom
qui sonne comme un esclavage, une injonction à tenir sa place, à rester sage. Une toute première leçon qui fait déjà si mal. Les nègres de maison n'ont ni sexe ni race. Depuis des siècles, et les femmes aussi, asservissent les femmes. Modesta, comme on déchire une page négligeable. Ma fille, voici ta cage en héritage. Sois fragile, naïve et délicate. Modesta, comme on refuse de noircir une case, puisque les règles semblent immuables. Un point final pour commencer une phrase. Elles t'ont appelé Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Elles t'ont appelé Modesta, 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 Modesta. Ils t'ont appelé Modesta, te voyant perdre la course avant même le top départ, éphémère comme des pas qui s'effacent. Ils t'ont appelé Modesta, 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 Modesta. Pas trop grand, dans les salons du pouvoir et des messieurs importants, ça apporte à boire, ça ferme la porte en sortant. Ils t'ont dit qu'une femme, ça ne veut pas changer les choses, ça se plie aux règles, aux lois qu'on lui impose, ça ne se bat qu'avec les armes que l'homme lui propose. Ils t'ont dit qu'une femme, ça se plie en 4 pour sa famille, ça se sacrifie, ça accumule la fatigue, ça se console en faisant du shopping le samedi. Ils t'ont dit qu'une femme, ça sourit, ça rougit, ça dit merci quand on lui fait un compliment pourri, ça se contente de rapports où ce n'est jamais elle qui joue. Ils t'ont appelé Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Ils t'ont appelé Modesta, 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 Modesta. Elles t'ont appelé Modesta, te voyant perdre la course avant même le top départ, éphémère comme des pas qui s'effacent. Elles t'ont appelé Modesta, 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 Modesta. Sans consulter les oracles, tu as éliminé chaque obstacle, refusé d'être raisonnable, envoyé au diable leur morale, échangé les jupes des nonnes contre celles des gitanes. Sans même un dieu à servir, tu es parti en djihad, une liberté à conquérir, faire exploser leurs barricades. Il a fallu se battre, apprendre à manier la poudre, jusqu'à sacrifier parfois ceux qui enferment dans leurs tabous. Loin des dogmes, églises, politiques, gourous, loin des hommes qui te demandent de dire toujours, loin des femmes sentinelles, jalouses. Tu es devenue souveraine, libre de tes choix, de tes amours. Ils t'ont appelé Modesta, mais tu n'es plus Modesta. Tu es à jamais immorale, immortelle. Tu es indécente, femme fatale et obscène. Tu es sensuelle,